Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce septième épisode du podcast. On est de retour après une petite absence, voilà, mais on est très content d'être là. J'espère que vous êtes chaud aussi Tout à fait. d'être là. Nous avons avec nous Thierry Christians, l'éternel. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Michael Coton, son expérience Polek qui est aussi longue au moins que ses cheveux. Ça va bien? Oui, ça pousse. Ça pousse, c'est bien. Et Corentin Tassignon, le régional de l'étape, Polek, coordinateur Polek plutôt, à la ville de Liège. Ça va bien? Ça va bien, merci beaucoup. Bien, je l'ai cité, on est à Liège, ville à la chaleur humaine par excellence, hein, mais ville chaude aussi au sens propre. En tout cas, c'est la plus grande ville wallonne au niveau de son agglomération, 500 000 habitants. Donc, il y a de quoi faire, il y a des gens. Et on va parler justement de chaleur pour prolonger un petit peu l'été. On filme ça ici fin août. Et vous l'avez sans doute entendu ou ressenti, mais en tout cas, l'été 2025 se profile vraiment comme une des années les plus chaudes enregistrées. Hein. Les 5 dernières années sont parmi les plus importantes à ce niveau. Et l'Europe n'a pas été épargnée par les températures sahariennes avec plus de 40 degrés dans le sud, des vagues de chaleur dès le mois de juin. Personnellement, j'avais jamais connu ça, je pense. Et un peu partout sur le continent. Et moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est que en discutant avec des gens, j'ai l'impression parfois que ça ne suscite pas plus d'émotions que ça. C'est comme si on s'était habitué. Il y a une forme de banalisation de cette chaleur. Et quelque part, c'est sans doute logique puisqu'on va être amené à avoir des types d'été comme celui-ci qui deviendront finalement la norme et des températures face auxquelles il faudra s'adapter. Alors, on n'a pas attendu évidemment 2025 pour s'adapter, mais c'est clair que les enjeux en ville sont d'autant plus grands et c'est ce qu'on va vous proposer d'explorer ici dans ce podcast. Alors avant d'attaquer le sujet vraiment en tant que tel, on va faire connaissance avec notre invité. Corentin, je te pose un peu la question que je pose à chaque fois, c'est comment es-tu devenu coordinateur Polek ? Mon parcours, j'ai fait mes études ici à Liège, donc c'est un peu un retour aux sources aussi par rapport au début de la carrière professionnelle. Donc j'ai étudié la géographie et la climatologie ici à Liège. Et ensuite j'ai été travailler 6 ans à Bruxelles Environnement, dans l'administration qui gère l'énergie et l'environnement pour la région. J'ai travaillé dans divers départements, beaucoup sur la gestion des déchets et des valorisations des biodéchets. Et puis j'ai vu l'opportunité d'un poste qui s'ouvre sur Liège pour travailler sur le plan climat-énergie. Et donc je me suis dit que ce serait une chouette opportunité d'élargir un peu l'horizon, pas être dans un focus plus thématique. Et du coup de se rapprocher aussi du lieu de vie et donc de pouvoir venir au boulot à vélo, c'est quand même vachement sympa. Donc voilà, me voilà coordinateur Polek à Liège dans ce grand bateau où nous sommes tous avec les autres CPC. Et donc c'est bien chouette de voir toutes les dynamiques de réseau qui existent entre les communes. Et c'est intéressant parce que je dirais que par rapport à la plupart des coordinateurs Polek, tu as un background qui est plutôt lié sur le climat et peut-être moins sur l'énergie. Alors on a des profils évidemment très variés, mais c'est presque rare d'avoir des gens qui sont vraiment climatologues spécifiquement dans la profession. Ouais, effectivement, j'ai rarement échangé avec un coordinateur Polek qui me disait qu'il avait fait climatologie. Les profils sont vraiment diversifiés. Et ici à Liège, j'en ai 2 climatologues à s'occuper du plan climat-énergie. Whitney est aussi climatologue. Donc ouais, ça apporte certaines plus-values sur le background, effectivement, de tout ce qui est notamment îlots de chaleur. Et les actions qu'on peut mettre en place viennent aussi plus naturellement vu qu'on les a vues tout au long de notre cursus. Et puis l'aspect bac en géographie aussi très généraliste. On voit plein d'introductions dans plein de types de cours différents et ça amène vraiment un profil assez polyvalent au niveau de l'approche de la gestion des problèmes climatiques, quoi. Ouais, ce qui est intéressant dans une dynamique Polek, d'avoir justement ce côté généraliste, évidemment. Ouais. Alors peut-être, est-ce que tu peux nous parler d'un projet dont tu es particulièrement fier, alors peut-être pas spécifiquement là sur la chaleur, parce qu'on va en parler juste après, mais un autre projet sur lequel tu as eu l'occasion de travailler, où tu travailles pour l'instant, et qui te plaît, qui a un petit quelque chose en plus. Ouais, le truc que j'essaie de pousser depuis un an, c'est de travailler la thématique de la transition énergétique qui est assez peu présente encore dans le plan climat-énergie. Il y a toute une série de choses qui ont été prévues, c'est-à-dire développer tout ce qui est possible sur Liège en termes de solaire
de potentiel solaire, de géothermie, etc. Mais il n'y a pas vraiment de programme de mise en œuvre, d'action. Et donc on essaie vraiment de sensibiliser, de faire du lobbying interne pour convaincre le collège communal que c'est vraiment important de se saisir de l'enjeu, de s'ouvrir sur les questions de réseaux de chaleur, les réseaux thermiques sur le territoire parce qu'il y a un gros potentiel sur Liège. On rencontre des acteurs qu'on découvre aussi, genre on a découvert la plateforme Aquario qui a été créée par la SPGE et qui accompagne les pouvoirs publics ou d'autres entités, peu importe, sur des projets de ryothermie et d'aquathermie, donc pour valoriser les calories qui sont dans les eaux de canalisation. Et donc en fait ils fournissent un service gratuit d'évaluation de la rentabilité d'un projet et de voir où sont les infrastructures qui permettraient d'alimenter tel ou tel bâtiment. Et ça a beaucoup plu à notre échevin des travaux qui a embrayé un peu sur la dynamique. Et donc on va regarder sur certains bâtiments où ça peut se mettre en place. Et donc voilà, c'est une partie super challengeante et enthousiasmante pour l'instant dans mon job. D'essayer de mobiliser les différents services sur ces questions de la transition énergétique. Et on voit que ça commence à prendre tout doucement et que le but, c'est vraiment que ça devienne un réflexe dans toutes les opérations de réaménagement qu'on fait sur le territoire, comme on l'a fait pour la mobilité. Maintenant, on repense d'office les infrastructures routières pour intégrer le vélo, la mobilité douce, etc. On pense aussi à planter les arbres maintenant, à végétaliser. Et l'enjeu maintenant, c'est aussi de penser à planifier les infrastructures énergétiques. Quand on fait des réaménagements, des rénovations, c'est comment on peut alimenter tous ces bâtiments de manière décarbonée et pas juste remettre des chaudières gaz comme on sait le faire très facilement. Oui, ça pourra certainement faire le sujet d'un podcast à part entière sur un autre type de chaleur. Merci Corentin. Alors, avant d'attaquer complètement le sujet, il nous semblait intéressant quand même de respécifier des éléments parce que dans tout ce qu'on entend, que ce soit à la météo, au JT, un peu partout ailleurs, on parle de chaleur, de surchauffe, de dôme de chaleur, de canicule, qu'est-ce que c'est, de quoi est-ce qu'on parle. Thierry, tu vas nous rappeler un petit peu tout ça pour bien planter le décor. Oui, c'est ça. Donc j'ai pris quelques définitions qui étaient les plus courantes, entre autres les fameuses vagues de chaleur dont on parle tout le temps. En fait, une vague de chaleur, c'est une période de 5 jours où la température est égale ou supérieure à 25 degrés. Et il y a au moins dedans 3 jours où la température est supérieure ou égale à 30 degrés. Donc voilà, c'est le terme pour vague de chaleur. Alors on emploie souvent journée de canicule. En fait, les journées de canicule sont les journées où la température dépasse les 30 degrés. Voilà, simplement, donc on emploie souvent les deux termes. Alors on emploie aussi souvent le terme dôme de chaleur. Alors, c'est un phénomène météo dans lequel il y a une bulle qui est causée par un anticyclone qui reste stationnaire au-dessus d'une région. Ça peut durer quelques jours, voire même quelques semaines. Et le terme le plus intéressant qu'on va utiliser vraiment souvent, c'est le mot îlot de chaleur, qui est une élévation localisée de la température, particulièrement pour les températures maximum de la journée et de la nuit, et qui est beaucoup plus élevée que les zones avoisinantes, campagnes forestières, ou qui est beaucoup plus élevée que la température moyenne de la région. Très bien. Et à noter aussi que le terme vague de chaleur n'est parfois pas le même d'un pays à l'autre. Dans des régions où je pense qu'il fait naturellement 25 degrés, on va pas parler de vague de chaleur. Et donc, il faut bien se dire aussi, c'est assez relatif, effectivement. Et c'est aussi, il y a aussi toute la notion de ressenti, parce que c'est vrai qu'on parle souvent que 32 degrés en Belgique, c'est pas forcément la même chose que 32 degrés dans le sud de la France. Donc, effectivement, voilà, c'est bien de savoir de quoi on parle. De quoi on parle. Très bien. Donc, on est à Liège, il fait de plus en plus chaud. On l'a dit, Liège, c'est la plus grande ville wallonne, donc forcément, on a des risques en termes d'îlots de chaleur urbains, pour être bien précis. Donc Liège est concerné. La ville, elle n'a pas attendu non plus ici 2025 pour commencer à étudier la question, puisque dès 2020, elle a lancé un grand plan canopé. C'est quoi le plan canopé ? Ouais, donc le constat effectivement, c'est que y a les différentes projections climatiques qui sont faites aussi, notamment à l'université de Liège, qui projettent que d'ici la fin du siècle, on aura un climat proche de celui de Toulouse. Et en effet, en termes d'îlots de chaleur urbain, justement, on a mesuré dans les études préalables au plan canopé qu'on peut atteindre jusqu'à 7 degrés en plus au centre-ville par rapport à la périphérie, donc c'est quand même vraiment conséquent en termes de ressenti. Et du coup, une des actions phares du plan d'adaptation pour être plus résilient face à cet îlot de chaleur urbain, c'est effectivement le plan canopé qui a été adopté en 2021 par le Conseil et qui vise à augmenter la canopée du territoire de la ville de Liège qui était à 31% avant le plan, et l'objectif c'est d'arriver d'ici 2050 à 34% de couverture de canopée sur le territoire, donc plus 3%, ce qui équivaut
en termes d'application sur le terrain, à planter 24 000 arbres, ici pendant la durée du plan Canopée qui est de 2021 à 2032. Et donc l'objectif c'est de planter ça aussi bien sur l'espace public que privé. L'espace public on avance bien, l'espace privé de manière un peu plus lente. Et 3%, ça fait vraiment la différence parce qu'on pourrait se dire 30%, c'est même dans les règles, peut-être qu'on y reviendra après. Avoir 30% de surface arborée dans une ville, c'est plutôt un bon ratio. Est-ce que ces 3%-là, les études disent que ça va faire vraiment une différence? Oui, tout à fait, ça a été montré. J'ai pas noté, j'ai oublié l'équivalent en termes d'hectares, mais c'est vraiment conséquent. La surface qui va être recouverte en plus par cette canopée, donc on parle de 3%, mais on est déjà sur quelque chose sur une ville qui est quand même relativement arborée, et donc tous ces arbres en plus vont venir vraiment augmenter significativement le couvert arboré sur Liège. Et donc tu parlais effectivement de l'indicateur de 30% pour le territoire. On a aussi intégré progressivement la notion de 330-300 pour suivre ce plan canopé. Donc c'est 3%, non, 3 arbres. 3 arbres en vue depuis chaque bâtiment, 30% de canopée sur le territoire et d'avoir un espace vert à moins de 300 mètres de son domicile. Et donc c'est vraiment un indicateur qui nous sert dans la mise en œuvre du plan canopé pour cibler les secteurs prioritaires. C'est ça. Et ensuite pour faire le monitoring aussi. Et si on prend peut-être juste le territoire de Liège, à la louche comme ça, on aurait quel pourcentage du territoire qui respecte cette règle de 30-300? Ça, je ne saurais pas te donner les chiffres, je ne vais pas inventer un truc. Non, je comprends. Mais c'est très compliqué. Et c'est vrai que quand moi j'ai commencé à regarder ce fameux 30-300, si on regarde la carte de la Belgique, en fait, on se rend compte qu'en Wallonie, il y a très très peu d'endroits ou de villes qui arrivent à atteindre ce ratio-là. Et je crois que bizarrement, si je ne me trompe pas, un des critères, c'est souvent d'avoir un parc ou un espace vert à proximité à 300 mètres. C'est souvent le plus compliqué. Et y compris, donc en fait, dans les campagnes, en fait, on n'y arrive pas non plus parce qu'il n'y a pas forcément de surfaces qui sont ouvertes à tout le monde. Donc en fait, les champs en tant que tels ne sont pas considérés comme des surfaces arborées et des espaces verts. Donc c'est parfois particulier, mais c'est vrai que c'est pas facile à atteindre. Oui, à voir où on met la définition, effectivement. Tu peux avoir aussi des petits squares, des places qu'on ouvre un petit peu plus à la végétalisation, où tu as quand même des bons spots de végétalisation qui permettent aussi de se couvrir en cas de bénéficier de l'ombrage. Donc ça peut être considéré aussi comme un îlot de fraîcheur à proximité de son domicile, quoi. Et peut-être juste encore un petit point là-dessus, ce qui est intéressant je trouve là-dedans, c'est que au-delà des effets de chaleur, c'est aussi pas un identifiant, mais un critère sur l'appréciation du bonheur. Et donc ça, c'est intéressant aussi de se dire le bonheur, que... le bien-être. C'est ça qui est génial avec la dynamique de plantation d'arbres, c'est que ça a plein d'autres services écosystémiques que juste l'effet d'ombrage et de lutte contre les lieux de chaleur urbain. Tu as les supports à la biodiversité, tu as aussi une augmentation de la capacité d'infiltrer l'eau dans le sol, donc tu as moins de ruissellement, potentiellement moins de risque d'inondation. En tout cas, ça y contribue. Effectivement, tout ce qui est santé physique et mentale, le fait d'avoir un cadre de vie plus végétalisé, aussi captation et séquestration de carbone via les arbres, donc ça a plein de bienfaits en plus de l'effet de lutte contre les lieux de chaleur, quoi. Alors tu nous disais, il y a ce que fait la ville, il y a aussi des éléments liés aux entreprises, aux citoyens. En fait, le plan Canopée, c'est aussi une plateforme à laquelle tout le monde a accès, peut indiquer moi j'ai planté des arbres, etc., dans l'idée de recenser. Donc j'ai l'impression que c'est un peu au cœur du système, cette plateforme. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment ça fonctionne? Ouais, donc effectivement, il y a une plateforme en ligne qui s'appelle canopé.liège.be où on a toute une série de conseils et d'informations pour la plantation d'arbres, la sélection d'essences aussi qui correspond au climat qu'on va avoir dans les années à venir, parce qu'il faut choisir des essences qui seront résilientes. C'est aussi la grande force du plan Canopé, c'est qu'on a un ingénieur forestier qui connaît très bien son métier, qui est au pilotage de la mise en œuvre et qui prend à cœur la sélection des essences qui suit toutes ces dynamiques scientifiques aussi autour du choix des essences pour le climat futur sur Liège. Qu'est-ce qu'on plante à Liège du coup, aujourd'hui?
C'est lui l'expert. On n'avait pas préparé cette question-là. De la vigne, des oliviers. Mais oui, on plante plutôt ce qui est aujourd'hui dans le climat méditerranéen, quoi, plutôt ce type d'essence-là. Après, je suis pas un maître des essences d'arbres, donc je vais pas dire de bêtises, sinon c'est sûr qu'il va m'en vouloir. Pas de Voilà, problème. ça dépend des endroits. Bon, moi, je suis souvent au bord de l'eau, donc il y a un chemin qui a été aussi verdurisé avec des arbres, et on y voit des aunes, on y voit du chêne, on y voit plein d'espèces qui sont soit indigènes, soit des espèces qui ne sont pas invasives, mais qui sont plus résistantes au changement, enfin plus résistantes au changement climatique. Très bien. Et donc oui, pardon, continue. Oui, et donc par rapport à l'implication citoyenne, mais donc il y avait au lancement beaucoup de présentations, d'ateliers, etc. ouverts au public pour sensibiliser à la dynamique qui allait se mettre en place. Il y a aussi tout un processus de formation continue avec 2-3 fois par an des propositions pour faire des formations de taille d'arbres, etc. Accompagnement sur le choix des essences. Il y a aussi la semaine de l'arbre qui est organisée chaque année pour distribution gratuite vraiment d'arbres et aussi de petits arbres fruitiers. Je pense qu'on est pour l'instant à 3200 arbres distribués et 12 000 petits fruitiers depuis 2021 chez les particuliers. Et donc c'est tout ce qui contribue aussi à l'atteinte de l'objectif des 24 000 arbres. Et alors il y a eu aussi la formation passeur d'arbres qui a permis à 30 citoyens de suivre une formation plus longue, je pense de 12 sessions, où ils ont vraiment appris tout ce qu'il faut savoir pour la plantation, le choix des essences, l'accompagnement aussi. En fait, c'est des ambassadeurs dans leur quartier sur la plantation des arbres, sur la gestion des arbres, sensibiliser aussi au bienfait des arbres dans leur quartier. Aussi, ça contribue à la préservation, du coup, les gens sont attachés à leur patrimoine arboré du quartier. Donc c'est vraiment ça la plus-value, et je pense qu'il y a une deuxième session d'ailleurs qui se réorganise pour reformer de nouveaux ambassadeurs. L'idée, c'est vraiment d'en avoir 1 ou 2 par quartier qui puissent être vraiment référents, et ils organisent eux-mêmes aussi spontanément des actions de sensibilisation où la ville peut soutenir en mettant du matériel de communication à disposition, ce genre de choses, quoi. Trop bien. Et donc ça prend bien. Oui, côté citoyen, ça prend bien. Je disais sur les parcelles privées, il y a beaucoup de jardins sur Liège, donc on sait qu'il y a un gros potentiel aussi de mobiliser ces parcelles pour planter. Sans doute qu'il y a une partie d'information qu'on ne capte pas, en fait, que les gens ne déclarent pas spécialement qu'ils plantent des arbres. Nous, on a un suivi par les arbres qu'on donne, donc on suppose qu'ils ont été effectivement bien plantés. Et derrière, par contre, les gens qui plantent parce qu'ils achètent par ailleurs des arbres, s'ils ne connaissent pas Canopée, ils ne vont pas le renseigner, ou même s'ils connaissent, ils ne vont pas spécialement le renseigner, donc c'est une information qu'on ne capte pas. Et donc nous on vise plus 3% de Canopée, plus tout ce qu'on n'aura pas compté, on peut espérer qu'on atteigne en fait plus, quoi. Ouais. Donc si vous avez planté des arbres à Liège, s'il vous plaît, allez sur canopée.liège.be et renseignez les arbres que vous avez plantés, en espérant que ce soit des essences qui puissent résister aussi au changement climatique. Effectivement, parce qu'il y a l'aspect préservation, il faut que l'arbre puisse atteindre sa maturité et vive toute sa vie pour avoir son effet. Tout à fait. Alors évidemment, quand on parle de plan canopé, on imagine bien la surface arborée, etc. Mais il y a aussi toute une série d'études préalables qui ont été faites pour identifier les zones aussi, mais aussi identifier notamment ces fameux îlots de chaleur urbains. Comment ça a fonctionné à ce niveau-là la ville a commencé effectivement la préparation de son plan canopé par une série d'études préalables qui ont été faites en partenariat avec l'ICEP, l'UCL et Vito, qui ont analysé tout ce qui est la cartographie de l'îlot chaleur urbain sur Liège spécifiquement. Donc on a des données propres à Liège. Et donc, il n'y a pas de secret, c'est dans le centre-ville le plus urbanisé que c'est les zones les plus sensibles. Mais voilà, on a vraiment pointé des quartiers en particulier, et ça nous aide aussi à aller vraiment dans du très fin au niveau des données. Et donc on sait les endroits où on peut aller à chaque opportunité de travaux, planter, et c'est dans ce secteur-là qu'on met la priorité. Donc il y a eu cette spatialisation de l'îlot chaleur urbain, donc les zones potentielles où on peut planter, et donc les quartiers les plus exposés qui sont ressortis de ces études, et c'est dispo aussi sur la plateforme les résultats de l'étude. Et les choix, ça se fait du coup en fonction des opportunités, tiens, on va réaménager telle zone, ou bien on se dit, mais là, il y a vraiment une urgence, là, c'est le pire du pire à Liège, et là, on va de toute façon faire quelque chose parce qu'à la moindre vague de chaleur, en fait, ça va être insupportable. Ouais, il y a une priorité qui est mise sur les quartiers qui ont été ciblés comme les plus sensibles, effectivement, mais c'est aussi une question d'opportunité de travaux, parce que tout ce qui est espace
terre-plein, c'est facile de planter, ça a été fait notamment sur le chantier du tram, sur le long des boulevards, là c'est facile de planter, c'est là qu'on avance le plus vite. Par contre, partout où il faut désimperméabiliser, ça coûte quand même vachement cher pour planter un arbre en fait, parce que tout ce qui est terrassement, enlever le béton et replanter un sol sain, et puis tout l'entretien derrière pour que l'arbre survive et se développe. Et donc ça se fait plutôt effectivement par opportunité. Quand on sait qu'on fait des travaux quelque part, on pense à intégrer toute cette dimension plantation dès la conception du projet. Et on a aussi deux outils, un réglementaire et un plus directif. On a un règlement communal et une directive arbre qui permettent du coup d'imposer qu'il y ait une préservation de l'existant sur des projets immobiliers de manière générale. Quand il y a des dépôts de permis, on impose qu'il y ait une préservation ou une compensation s'il faut vraiment enlever l'arbre pour le projet tel qu'il a été designé. Et la directive, elle conseille les concepteurs de projets à intégrer directement la dimension plantation à leur projet. D'accord. Est-ce qu'il y a tu peux nous présenter peut-être un projet un peu plus spécifique qui a été fait dans la ville, justement basé sur ces études-là? Du coup, des projets qui mettent directement en application ce que je viens d'expliquer. On a la place Xavier Nogent qui va être en rénovation. Donc, c'est la place où il y a le cinéma des Grignoux, qui est vraiment très urbanisé, enfin très imperméabilisé. Il y a quelques vieux arbres qui mettent déjà vraiment un bel ombrage, mais l'idée c'est vraiment de la retravailler en une place plus vraiment intimiste avec des espaces plus végétalisés, désimperméabiliser certaines parties de la place et replanter une pelouse pourrie, des arbustes et aussi de nouveaux arbres. Et donc ça va vraiment recréer un îlot de fraîcheur là dans un quartier aussi qui est assez fort sensible en plein centre-ville. Et ça rentre pas en conflit parce que souvent le problème parfois des places, c'est que c'est peut-être une place où il y a un marché, où il y a ce genre de choses. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est là-bas qu'il y avait eu le lancement du marché court-circuit qui s'est ensuite délocalisé place Cathédrale. C'est juste une question d'arbitrage en termes de surface qu'on va plus végétaliser que ce qui existe aujourd'hui, mais il y a toujours un espace suffisant pour accueillir des activités type événementiel et de regroupement citoyen, spontané, parce que c'est une place, c'est vivant, c'est là où les gens se rencontrent, mais ça donne aussi plus envie d'y aller quand c'est plus végétalisé, quand il fait bon par rapport à sa maison qui est potentiellement en surchauffe. Donc c'est juste un arbitrage entre garder suffisamment d'espace pour de l'événementiel et végétaliser. Et franchement, avec ce qu'il y avait actuellement, il y avait de la marge pour végétaliser. Et là, on a le projet plus global, c'est un projet FEDER sur la zone de Chénet LBP qui avait été notamment inondée en 2021. Donc là, il y a tout un réaménagement de la zone. On redessine entièrement l'espace avec un grand parc fluvial inondable et une partie beaucoup moindre qui sera aménagée avec des espaces résidentiels et économiques. Mais aussi, on a aussi toute la dimension plantation d'arbres qu'on va maximiser là-bas. Oui, c'est marrant. Ce lien-là, justement, forcément, les changements climatiques, c'est les surchauffes, mais c'est aussi des pluies potentiellement plus importantes. Et on sait que dans la région de Liège, il y en a eu, évidemment. Liège a quand même été touché, mais tout juste plus ou moins épargné. Est-ce que c'est les mêmes quartiers qui sont sensibles aux îlots de chaleur et aux inondations ou pas spécialement? Ça peut jouer parce que c'est les endroits qui sont les plus imperméabilisés où l'eau va s'accumuler. Après, c'est les quartiers qui sont en proximité directe avec les cours d'eau qui sont les premiers touchés. Et Chénet et Angleur font partie du territoire de la ville de Liège quand même. Donc le centre-ville, le 4000 Liège a été un petit peu moins touché, mais Chénet et Angleur ont été fortement touchés. Oui, tout à fait. Et donc ça fait partie des gros projets de réaménagement, notamment sur Chénet avec les zones d'inondation. Et c'est vraiment l'épisode de 2021 a fait changer les mentalités et prendre conscience du fait qu'il fallait absolument végétaliser les espaces et désimperméabiliser au maximum. Alors que le plan, la conception du plan avait été lancée avant les inondations. La conception du plan avait été lancée avant et on en parlera peut-être après, aussi l'aspect projet de territoire qui a été renforcé par ces inondations. On peut en parler maintenant si tu veux. Okay. Donc il y a le projet de territoire de la ville de Liège qui est une amorce au schéma de développement communal qu'on va devoir mettre en place d'ici 2030. Et donc c'est vraiment
dessiner la vision que Liège veut pour son territoire dans les prochaines décennies, quelle zone on veut privilégier en développement, quelle zone on veut préserver. Et donc il y a eu vraiment tout un travail des différents services, aménagement des territoires, urbanisme, beaucoup de services ont été mobilisés, mais c'est eux qui étaient au pilotage. Il y a eu des consultations externes avec des bureaux d'études, avec des citoyens, etc. C'était vraiment un chouette processus participatif, je n'étais pas encore là, mais j'ai entendu que du bien. Et donc qui aboutit au fait qu'on change un peu le regard sur ces ressources qui ne sont pas renouvelables, qui sont les sols non bâtis en fait. Et donc on a vraiment décidé, ça a été validé par le conseil, de préserver 2000 hectares de terrain non bâtis et de sélectionner des zones qui seront des pôles à intensifier en termes d'infrastructures, de résidentiel, d'activités économiques. Vraiment construire la ville sur la ville et ne plus profiter des terrains non urbanisés pour construire de nouveaux projets. Donc c'est vraiment l'aspect, on veut... Rajouter des étages densifiés et pas étendre. Oui, exactement. Okay. Et donc garder tous ces espaces non bâtis qui non seulement luttent contre l'îlot de chaleur, mais aussi sont un support de biodiversité, contribuent au maillage écologique, sont aussi un plus pour le cadre de vie. Il y a beaucoup de gens qui sont très heureux d'avoir des espaces non bâtis à côté de chez eux. On peut les comprendre. Tout à fait. Donc voilà, et aussi récemment, on a eu justement un échange entre différents services, une concertation entre différents services où on s'est mis autour de la table pour discuter de la pertinence de faire des champs photovoltaïques sur ces espaces non bâtis, notamment sur des sols pollués, puisqu'il y a des investisseurs qui viennent solliciter les communes pour ce genre de projet. Donc, on fait un peu cet arbitrage entre la volonté de préserver les sols non bâtis pour tous les avantages qu'on vient de citer et le fait de devoir développer aussi les énergies renouvelables. Donc, la conclusion, c'est qu'il y a suffisamment de toits à Liège, de zones urbanisées pour faire des carports solaires ou ce genre de choses, que pour s'attaquer aux espaces non bâtis qu'on veut vraiment essayer de préserver au maximum parce qu'ils ont une grande plus-value. Okay. Très bien. Je propose d'enchaîner parce que on parle d'études justement et donc ça a été fait à Liège, mais voilà, les études ça sert aussi un peu à prédire l'avenir et à ce niveau-là, Michael, la région wallonne, elle avait commandé une étude très large sur les vulnérabilités du territoire wallon en lien avec le réchauffement climatique et je pense que tous les trois on était présents à la... T'étais aussi tous les quatre, voilà, à cette présentation qui avait été faite au mois de mai avec des résultats quand même assez édifiants. Pour Liège notamment et sur les implications sociales. Est-ce que tu peux nous redonner quelques éléments par rapport à ça? Oui, donc c'est une étude qui avait été commandée par la WAC, Agence Wallonne Air Climat, et qui avait mandaté plusieurs bureaux d'études, l'ICET, l'Université de Liège, l'Université de Namur, l'ICET, notamment pour fédérer leurs compétences et faire une étude un peu plus croisée qu'habituellement. Et dans les chapitres qui étaient un petit peu, à prendre avec précaution, en tout cas avec attention plutôt, c'était tout ce qui était indicateur de vulnérabilité sociale, donc tout ce qui nous impacte directement, nous les humains, en sachant qu'effectivement il y avait des chapitres sur l'agriculture, sur la biodiversité, sur le problème de l'eau, etc. Et finalement, les deux chapitres qui regroupaient un petit peu la synthèse, c'était le chapitre sur la santé et sur la vulnérabilité sociale. Et là, typiquement, on voit effectivement que Liège, c'est le point le plus vulnérable à l'échelle de la Wallonie, sachant que dans la vulnérabilité, ils entrent aussi bien les paramètres économiques, niveau d'études, type d'habitat, locataire, propriétaire, accès à la culture, etc. Donc c'est vraiment une analyse large du côté social, vulnérabilité ou pas. Et alors un petit chiffre aussi qui est quand même assez perturbant, ou en tout cas qui fait que tout le monde est concerné, c'est que d'après l'étude, 62% de la population wallonne est concernée par la vulnérabilité élevée ou très élevée en cas de dépassement des plus de 2 degrés. Donc en gros, à peu près tous les Wallons ou les Wallonnes sont concernés de près ou de loin, et donc ça veut juste dire qu'il faut pas dire que c'est uniquement la ville qui doit travailler, uniquement les entreprises, etc., mais qu'on est vraiment tous concernés, et quel que soit le niveau où on se trouve, on peut agir. Ici on vient d'entendre effectivement tout ce que Liège faisait, mais à titre de particulier, on peut aussi mener des actions qui seront aussi très intéressantes pour réduire l'impact de la chaleur. Oui, parce que ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est donc dans ces études-là,
tu l'as bien dit, hein, sur la biodiversité, sur chaque secteur. On avait appliqué un filtre. Qu'est-ce qui se passe si on est à plus 1,5 degré, comme on a prédit, enfin on l'espérait pour Paris, plus 2 ou plus 3 ou plus 4 degrés, sachant que les scénarios actuels va vers plus 3,2 degrés, si je ne me trompe pas, à situation inchangée. Et donc de voir la différence et les implications de ces différences si on est à plus 2, plus 3 ou plus 4 degrés. Donc en termes de nouveau, encore des chiffres, mais en termes de fréquence et d'intensité, si on est dans un scénario à plus de degrés, on a 14 fois plus de chances d'avoir des moments de canicule et de chaleur avec des augmentations de jusqu'à plus 2 degrés, 2,7 degrés de la température moyenne du moment. Donc ça voudrait à plus 2, plus 2,7, ça ferait dire plus 4,7 degrés. Et si on passe à plus 4, on passe à 40 fois plus de chances. Donc autrement dit, ça veut dire que tous les ans, il y aurait canicule tous les étés, ou à peu près tous les étés, ce serait canicule. Donc c'est pas proportionnel. C'est pas parce qu'on gagne 1 degré en plus qu'on a juste une chance en plus d'avoir autre chose. Non, c'est exponentiel. Et donc c'est vraiment important et urgent de réduire et d'épargner chaque même dixième de degré dans toutes les actions qu'on peut faire, aussi bien de nouveau, je répète, chacun peut agir, on peut peindre sa toiture en blanc, on peut planter un arbre, on peut faire plein de choses dans son jardin aussi pour relancer la biodiversité et aussi contribuer à maîtriser l'augmentation de la chaleur. Oui, moi je ne sais pas ce que vous en avez retiré, mais moi c'est un élément qui m'avait vraiment frappé, c'est sur presque tous les secteurs, c'est à plus de degrés, on arrive plus ou moins à se débrouiller, la nature arrive plus ou moins à se débrouiller, etc. Quand on passe à plus 3, tous les indicateurs montent au rouge et ça devient extrêmement complexe. Et je trouve que c'est... quelque part, ça peut être... souvent, ils utilisaient le message « Bon, désolé de plomber le moral », etc. Et en même temps, je trouve que ça donne la perspective parce qu'on se dit, en fait, on doit essayer de limiter à plus 2 et pas à plus 3 parce que sinon on va vraiment être dans la merde. Et donc ça, je trouve ça intéressant même comme discours qu'on peut avoir vers des gens qui disent en fait c'est déjà foutu, on peut plus rien faire. Non, en fait il faut qu'on agisse justement pour limiter chaque dixième de degré, effectivement, quoi. Je sais pas ce que vous en avez retiré. Oui, tout à fait. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est justement la différence à 4 degrés de plus pour les grandes villes, dont Liège, où ça Charleroi passe, aussi. Charleroi qui passe au rouge foncé avec justement ces îlots urbains qui sont vraiment zones de chaleur qui sont vraiment très impactées. C'est assez impressionnant, à 1 degré de différence, donc c'est vraiment chaque dixième est important. Ouais, moi, la thématique feu de forêt aussi m'a interpellé, ce qui a été assez peu traité jusqu'à présent en Belgique, même si je pense avoir lu que quand même les services de pompiers et tout ça se préparent, se mobilisent à ce type d'événements qui sont amenés à se répéter, mais en fait beaucoup de ménages wallons et de localités sont quand même concernés par cet enjeu qui est assez peu mis en lumière pour l'instant. Oui, c'est vrai que c'est des choses qu'on imagine en Grèce, dans le sud de la France, en Californie, mais moins en Wallonie. Chez nous, à part dans les fagnes, où là vraiment, avec les tourbières et les zones d'herbes sèches, c'était vrai que c'est fort exposé, mais là, on a vu qu'on était tous exposés. C'est assez impressionnant. Oui, tout à fait. Allons vers les solutions, du coup. Ne restons pas sur un constat ça risque d'être très compliqué. Il y a la chaleur en ville, c'est pas limité à Liège, on l'a déjà dit. C'est vraiment une problématique européenne et ça a été notamment pris en main par la Convention des maires avec la campagne Cities Refresh. Ouais. Et tu vas nous expliquer un petit peu ça. Voilà, en 2 mots, en fait, la Convention des maires a lancé ça cette année. Donc c'était Refresh, rafraîchir ta ville. C'est une campagne qui vise à aider les villes européennes à s'adapter aux hausses de température et aux changements extrêmes en réaménagement d'espaces publics, en restaurant la nature et en protégeant les populations vulnérables. Alors pourquoi rafraîchir nos villes ? Ce qu'on ne sait pas, c'est que les vagues de chaleur sont une des premières causes de mortalité climatique. Donc il faut vraiment agir et les villes, comme on vient de le voir, les villes, à cause de l'effet d'îlots de chaleur, sont particulièrement vulnérables, les populations sont exposées, ils creusent les inégalités sociales et ça fragilise aussi l'économie locale. Alors comment on pourrait rafraîchir les villes ? Et donc ils ont
envisager plusieurs points. Et donc, on peut, celle qui est utilisée vraiment le plus couramment et qui ont déjà été mis en place, parce qu'en fait, on va le voir après, mais il y a un kit qui va reprendre, une carte qui va reprendre en fait toutes les actions qui ont été faites au niveau de l'Europe et même un peu en extérieur. Et on voit que le plus courant, c'est des solutions qui sont fondées sur la nature, donc en végétalisant et en utilisant l'eau au maximum dans les espaces urbains, et en faisant des couloirs ombragés, des jeux d'eau, en mettant un maximum d'espaces verts. Par exemple, Marseille a vraiment, qui est une ville qui est fort surchauffée, mais en plaçant un grand nombre de zones verdurisées au niveau des places et au niveau des routes, a vraiment permis de transformer toutes ces zones qui accumulent la chaleur en zones ombragées et beaucoup plus fraîches. Et par exemple, Paris, dans les exemples qui sont donnés, a réinventé les cours d'école en lançant le programme Cours Oasis, et il a permis de végétaliser 165 cours d'école. Et ces cours d'école, en période de congé scolaire, quand il fait vraiment très chaud, elles sont ouvertes pour que les gens puissent profiter de ces zones ombragées. Ah, voilà. C'est super ça. C'est super de pouvoir faire ça. Alors, il y a d'autres moyens. Donc, il faut modifier, en fait, on peut modifier le design urbain pour résister à la chaleur en favorisant des infrastructures et des bâtiments résilients à la chaleur, en isolant, en végétalisant, en utilisant des rafraîchissements passifs. Et alors, dans les exemples que j'avais trouvés, il y avait en Crète, à Rétipno, donc ils ont utilisé du sol compressé, des peintures réfléchissantes et différents revêtements frais pour diminuer l'impact. Madrid, par exemple, dans la ville, ils n'ont pas réquisitionné, mais en tout cas, les gens ont pu participer à un projet qui permet de transformer les plateformes en potager et en zone verte pour diminuer la chaleur au niveau des bâtiments. Et à Toulouse, eux, ils ont testé toute une série de structures ombragées, comme des pergolas, des voiles saisonniers, des toits andalouse, ou des dispositifs gonflables pour faire des ombres au niveau de la ville. Ils sont en phase de test. Alors on peut aussi rafraîchir les villes grâce à une gouvernance locale. Et entre autres, les politiques locales se lancent dans des plans d'action sur la chaleur qui croisent la santé, l'énergie, l'environnement et le social. Et on essaye de mettre tout ensemble pour pouvoir agir d'une manière concertée. Et donc en Slovénie, il y a Maribor qui a lancé ce plan et en le ciblant préférentiellement sur les personnes qui ont des problèmes de santé, les enfants, les travailleurs, et aussi sur tous les bâtiments qui étaient, on va dire, énergétiquement moins résilients. Et à Valence, par exemple, ils ont fait un réseau de refuges climatiques, donc pour permettre à toutes les personnes, donc sur des bâtiments publics, des bibliothèques, différents bâtiments qui sont climatisés, qui sont refroidis, qui sont accessibles à tout le monde, parce qu'eux ont vraiment des périodes où il fait très très chaud. Donc voilà, un autre moyen, c'est rafraîchir les villes par des solutions axées sur la communauté. Et donc les communautés vont travailler ensemble pour soutenir les plus vulnérables, parce que souvent ce sont eux qui sont les plus impactés par les réchauffements. Et alors ici j'ai j'ai pas noté l'endroit, je suis désolé, à Getafe par exemple, ils ont fait des ateliers pour aider les gens à rénover les maisons de leur quartier. Ils font des ateliers participatifs. En Allemagne, ils font des animations pour entre guillemets les groupes les plus vulnérables, les enfants, les travailleurs extérieurs. Et alors ce qui est génial, c'est qu'à Strasbourg, par exemple, ils ont fait des associations qui ont cartographié les personnes vulnérables et ils leur apportent un soutien par les réseaux sociaux et les réseaux de quartier pour vraiment aider ces personnes. Oui, j'imagine, c'est par exemple aller rendre visite à des personnes âgées qui sont peut-être isolées. Et donc dès qu'il y a des vagues de chaleur, on va visiter spécifiquement là et on sait quelles sont les personnes qui sont... Alors, ce qu'il y a surtout, c'est que c'est ce fameux kit. Ils ont un kit qui est City Refresh et qui aborde différents points. Et ce kit, il est génial parce qu'il est accessible aussi bien aux personnes qui veulent se lancer qu'aux personnes qui sont déjà laissées pour trouver plein d'idées. Donc dedans, il y a des idées, il y a des études, il y a plein de choses super intéressantes. Et alors, en fait, il est divisé en 4 parties, ce kit. Il y a un kit de démarrage, il y a un kit de cartographie thermique, il y a tous les instruments qu'on peut utiliser, et puis alors, plein d'idées inspirantes.
Au niveau du kit de démarrage, il y a plein d'outils, je ne vais pas les citer tous, mais il y a entre autres des séances d'information, des webinaires, des guides sur la canicule. Et ça permet vraiment de faire le point sur l'état de sa ville ou de sa commune. On dit, moi j'en suis où, s'informer ce que c'est îlot de chaleur et s'informer sur toutes les études qui ont été faites à l'avance. Donc c'est vraiment le kit de démarrage. Alors c'est vrai de faire un kit de démarrage, mais après... Et c'est pour ça que les cartes étaient géniales, il y a un kit de cartographie thermique qui permet de voir comment les villes, pas forcément la sienne, mais en tout cas comment les villes vont réagir. Voilà, des villes semblables, comment on va pouvoir réagir. Et alors, dedans, dans les différents outils qui sont proposés, il y a des plateformes d'action thermique, il y a des outils d'évaluation, il y a un webinaire, mais il y a surtout comment effectuer une évaluation des risques liés au changement climatique au niveau de sa commune. Donc vraiment, ça c'est donc la première starter kit pour commencer. Là, c'est comment commencer à travailler et comment faire l'évaluation au niveau de son territoire. Et puis après ça, il y a tous les instruments donc, qui sont mis à disposition, qui sont fondés, donc toutes les solutions, comme j'ai dit tout à l'heure, fondées sur la nature en plantant des arbres, des conceptions urbaines plus intelligentes, une gouvernance différente qui va prendre en charge les différents points, que ce soit au niveau des personnes, au niveau des logements et la communication. Et pour terminer, en fait, il y a toutes les idées inspirantes. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que on a donc quand on a abouti à son projet, on peut aller s'inscrire et aller mettre son projet comme référence. Et dans les références, en fait, il y a plein de cartes qui sont dans le cadre de la carte City Refresh, mais il y a d'autres cartes sur les chaleurs accablantes, entre autres le B-Bricks, qui est un super projet qui a été fait entre autres en Belgique, et qui permet, et qui permet, entre autres, il y a pris Gand, je pense qu'il y a Bruxelles qui est repris dedans, et qui fait un comparatif entre des villes de chez nous, des villes d'Angleterre, je pense, et qui permet, entre autres, de prendre toute la problématique des personnes qui sont plus vulnérables au niveau de ce projet. Et donc, vraiment, il y a plein d'idées inspirantes, et que les gens peuvent aller piocher à gauche à droite, et il y a une super carte interactive pour pouvoir aller voir tout ce qui a été fait, et entre autres tous les projets dont j'ai parlé sont sur cette carte interactive qui sont sur leur site. Est-ce que le plan canopé est déjà sur... Je l'ai noté, je ne pense pas qu'il y ait, donc je vais voir si on peut effectivement l'ajouter. Non, mais c'est vrai que le site est assez bien fait et vraiment, en termes d'inspiration. Voilà, inspirer tout le monde. Donc, je veux commencer, je suis déjà en cours d'élaboration ou je veux faire partager mon expérience. Donc voilà, il est vraiment bien. Et c'est vraiment la collectivité qui fait participer, les études qui ont été faites à l'avance, plus toutes les collectivités, tout ce qui a été fait dans les différentes villes d'Europe qui sont mis à disposition de tout le monde. Oui, c'est intéressant. Je trouve qu'il y a cet aspect de communauté dont on ne parle pas souvent à ce niveau-là. L'exemple que tu donnais avec des espaces qui sont refroidis, ça me fait penser aussi à ce qu'on imagine parfois des espaces chauffés. En fait, quand on est en termes de pénurie plutôt énergétique en hiver, mettre à disposition des espaces chauffés, en fait, on aura peut-être à l'avenir besoin des deux, surtout pour les personnes plus précaires, évidemment. Et puis peut-être dernière chose, en fait, inspirante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les premières qui sont vraiment lancées, hormis Paris, l'éco-végétalisé, mais Paris est vraiment une grosse ville surchauffée, mais en fait, le problème se pose surtout dans les villes du Sud, et eux ont trouvé des solutions, et on ne va pas réinventer. C'est vraiment génial de pouvoir utiliser ce qu'eux ont fait par rapport à ce qui va nous arriver plus tard. Bon, enfin, on espère le plus tard possible, et on espère que ça n'arrivera pas, mais bon, voilà. C'est une super source d'inspiration. Effectivement. C'est une bonne source d'inspiration essentiellement en anglais au niveau du site de la Convention des maires. Si vous pratiquez un peu moins l'anglais, il y a une sorte de sous-projet qui s'appelle plusfraîchemaville.fr et qui est du coup exclusivement francophone avec pas mal d'exemples aussi sur les villes françaises. On t'en a cité quelques-uns, à Paris notamment. On peut reprendre aussi Lyon qui a un plan un peu similaire que le plan Canopé à Liège avec la volonté de planter plus de 80 000 arbres dans le cadre de leur plan nature, avec aussi des distributions gratuites aux citoyens, etc. Donc ça, c'est vraiment, on voit que c'est des solutions qui se reproduisent un petit peu partout parce que c'est des choses qui fonctionnent aussi et qui peuvent inclure les citoyens. Et à Lille, j'avais noté aussi la désimperméabilisation des cours. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a 100% des cours d'école publiques qui ont été désimperméabilisés. Donc on a 72 écoles publiques qui ont été désimperméabilisées. Et
Et ça va plus loin parce que du coup, c'est pas juste rendre ces cours d'école plus fraîches. Il y a toute une notion aussi liée au développement durable et de faire de ces cours finalement des lieux d'apprentissage et de faire des ambassadeurs en fait de ces élèves aussi par rapport à la planète et à la nature en ville. Donc ça, c'est vachement intéressant. Le site est aussi super bien fait, donc on vous encourage vraiment à y aller. Et en plus, là pour le coup, c'est des villes qui sont très proches de chez nous et qui vivent a priori le même genre de réalité. Une réaction encore peut-être par rapport à ça? Ce que je trouve super intéressant avec les projets cours d'école, c'est que souvent on est vraiment au cœur des quartiers et que c'est dans les quartiers supérieurs urbanisés, on a peu de marge de manœuvre dans l'espace public et donc on doit mobiliser un peu ces espaces d'intérieur d'îlots et le fait que certaines villes les ouvrent aussi ça c'est génial. Au public pour les jours de forte chaleur, c'est vraiment des bonnes pratiques à mettre en place aussi chez nous, quoi. Tout à fait. Réaction, Mickaël? Non, encore une fois, c'est juste illustration concrète qu'il y a moyen de faire partout avec ce qu'on a. Et il ne faut pas attendre de nouvelles technologies ou d'investissements sauvages et démesurés. Chacun, à son niveau de décision de pouvoir, peut agir et que toutes les petites niches qu'on pourra trouver ne vont pas régler le problème à elles seules, mais vont contribuer à ce que effectivement les impacts soient le moins douloureux possible à l'avenir. Et donc, et encore une fois, faire du lien. Ça, c'est clair que pour demain, quelles que soient les solutions qu'on mettra en œuvre, c'est faire du lien qui sera la principale action, à mon sens, à maintenir à tout prix, quelles que soient les thématiques et les sujets. Faire du lien. Et l'aspect mise en avant aussi pour les citoyens, communiquer aussi sur ces espaces de fraîcheur nouvellement créés, notamment sur les journaux Open Data où on référence tous les nouveaux arbres qui sont plantés. Donc on a les zones de fraîcheur, les points d'eau, ce genre de choses. C'est aussi des choses qu'il faut rendre accessibles aux citoyens, même si ça a un support numérique, mais on peut aussi faire des brochures papier dans les mairies de quartier ou autres. Ouais. Et je vais donner un exemple que j'ai vécu cet été. Je suis passé par la ville de Bâle en Suisse. Et alors je ne sais pas si c'est le cas dans toutes les villes de Suisse, mais en tout cas Bâle est connu pour ça. C'est que tout le monde a la possibilité d'aller se baigner dans les fontaines. Et donc en fait on est passé, on a vu à un moment des gens, il y avait 20 personnes dans une fontaine publique. Elles sont assez fraîches, mais en fait, c'est génial de rendre des espaces qui sont, au départ peut-être juste pour un peu à la fois faire joli, rendre frais, etc., mais de créer du lien social aussi entre les gens. Et c'était très chouette à voir. Nous, on a été mettre nos pieds dans une fontaine, on s'est rafraîchi parce qu'il faisait vraiment très chaud ce jour-là. Et voilà, et je trouve ça super effectivement de donner des multifonctionnalités finalement à des endroits, que ce soit les écoles aussi. Je trouve que les écoles, on les voit souvent comme des lieux très fermés et plutôt bétonnés. Et là, de dire que en fait, c'est des lieux verts qui peuvent être ouverts aussi à d'autres personnes, voilà, je trouve ça intéressant. Ouais. Juste dans les idées de ces accessibilités à l'eau, Liège, avant je travaillais au B3, et donc devant il y a des zones qui sont malheureusement qui sont fort bétonnées, mais il y a des zones vertes, mais il y a aussi toute une série de jets d'eau qui sont placés, et alors quand il fait chaud en été, on voit tous les gens qui viennent profiter de ces jets d'eau pour se rafraîchir, et il n'y a pas que dans le sud de la France, c'est normal, dans les zones touristiques, qu'il y a ce système-là, mais même ici à Liège, devant le B3, il y a un système aussi de jets d'eau qui permet aux gens de venir se rafraîchir. Et je trouve que ça change aussi la phase d'une ville, d'avoir juste des jets d'eau, voilà, c'est à la fois joli, c'est agréable, tout à fait. Ça donne envie aux gens de venir. Mais ça permet aux gens de se réapproprier l'espace public, tout simplement. simplement. C'est retourner là, dans la cité, au cœur de la cité, sur la place publique, c'est bien la place de tout le monde, c'est la place des citoyens, c'est pas réservé au marché ou aux voitures. Et donc c'est redonner, je crois, simplement l'origine de la chose, que les citoyens puissent se retrouver sur l'espace public en tout confort, en toute sécurité, et c'est bien. Totalement. Alors jusqu'à présent, on a pas mal parlé de solutions de canopées, d'arbres, à l'échelle vraiment de la ville, de ce que fait la ville. Je propose pour le temps qui nous reste, qu'on revienne un petit peu aussi sur le bâtiment, parce que forcément, un bâtiment qui va subir des fortes chaleurs, comment est-ce qu'on travaille au niveau de ce bâtiment-là, et revenir sur deux ateliers qui ont lieu et auxquels tu as participé, Mickaël, sur la surchauffe des bâtiments et sur c'est quoi un bâtiment performant. Oui, tout à fait. Donc c'est notre collègue Florian, qui est coordinateur collègue territorial pour le GAL Condrus, qui
m'avait sollicité pour intervenir dans une soirée sur la surchauffe des bâtiments. Et donc, c'était une soirée avec 3 intervenants. Il y avait PailleTech, qui est une entreprise wallonne qui propose des maisons en paille, terre préfabriquée, et un architecte, et moi qui faisais l'introduction. Et donc j'ai abordé et présenté brièvement pour que tout le monde puisse comprendre les quelques notions de ce qu'on appelle le confort thermique, ce qu'on appelle le bioclimatisme, l'hermétisme à l'air, l'isolation, les correcteurs thermiques, le renouvellement d'air avec les puits canadiens. Et suite à mon introduction, l'architecte a illustré par des constructions, des projets qu'il avait réalisés, et PailleTech identifier aussi les différents points de vue ou les forces ou les faiblesses de leur système constructif. Et donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails évidemment aujourd'hui de tout ce que sont ces concepts, mais pour ceux que ça intéresse, il y a les supports qui sont sur réseau Polec dans les ateliers qui ont déjà eu lieu. Donc c'est un Polec & Go qui était intitulé Bâtiment performant, qui a eu lieu le 6 février de cette année. Et donc là, vous retrouvez le PowerPoint qui reprend toutes les notions élémentaires pour un bâtiment. On vous remettra évidemment le lien par rapport à ça, mais ça vaut la peine effectivement d'aller voir. Et aussi, ça mettait l'accent sur quand même les matériaux naturels. Enfin, c'était quand même une bonne partie de l'élément aussi. Qu'est-ce qu'ils ont en plus? Peut-être juste tu peux nous dire ça. Qu'est-ce que les matériaux naturels vont avoir en plus par rapport à des effets de surchauffe du bâtiment? Alors d'abord, c'était aussi pour mettre en avant que plus tôt on réfléchit à ça, moins il y a de coûts ou de contraintes. Donc, dès la conception d'un bâtiment, on peut réfléchir à des bâtiments qui sont bioclimatiques et donc qui naturellement vont se défendre de la surchauffe et utiliser de la chaleur en hiver. Et donc, c'est des bâtiments qui peuvent devenir neutres, voire positifs, donc produire plus d'énergie. Donc, c'est pas de la science-fiction. À Maubeuge, donc de l'autre côté de la frontière française, où moi je travaille à Mons, il y a une école qui est positive, qui produit plus d'énergie qu'est-ce qu'elle en consomme. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'il y a des petits tips qui sont très simples. Vous avez une toiture plate, vous la peignez en blanc, vous gagnez 5 à 10 degrés à l'intérieur du bâtiment, donc ce n'est pas non plus des travaux démesurés. Et après, effectivement, l'avantage de travailler sur les bâtiments et sur le problème de surchauffe, c'est qu'on se rend compte, naturellement, que les matériaux issus de la nature sont beaucoup plus performants, notamment en termes de matériaux d'isolation. Il faut, pour pouvoir mieux résister à la chaleur, avoir des matériaux avec une inertie importante, donc des matériaux isolants lourds, qui sont en opposition aux matériaux isolants légers, la laine de verre, le polystyrène extrudé, etc., qui sont issus du pétrole, mais sont des matériaux isolants très intéressants pour l'hiver, mais pas du tout pour l'été. Et donc, si on réfléchit à l'isolation hiver-été, et surtout se prémunir de la surchauffe, on va d'office tomber sur des matériaux naturels. Ça va être de cellulose, fibres de bois, chanfre. Maintenant, il y a aussi du gazon. Il y a une entreprise wallonne, Gramiterm, qui propose des panneaux d'isolation en gazon. Et donc, naturellement, les matériaux naturels sont beaucoup plus performants et pas forcément plus énergés, en sachant qu'au-delà de préserver de la chaleur, ils ont aussi la capacité de se mettre si on les met bien en œuvre, d'avoir des parois perspirantes, donc des parois qui vont être capables de faire migrer l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur du bâtiment, ce qui n'est jamais le cas. Oui, ou la ouate de cellulose, ou la fibre de bois, c'est tout à fait possible. Donc ça va aussi renforcer la qualité de l'air intérieur du bâtiment, au-delà de la préserver de la chaleur, au-delà de garder la chaleur en hiver. Et donc c'est vraiment des matériaux qui sont beaucoup plus polyvalents et beaucoup plus robustes, au titre de ce que Olivier Armand nous demande de faire. C'est d'avoir des matériaux qui vont agir sur plein de choses et qui en plus pour la plupart sont produits localement et sont mis en œuvre localement. Et donc voilà, on est en circuit ultra court et ultra bénéfice pour tout le monde. On revient aussi sur l'aspect de multi-usage, quoi. C'est pas juste un isolant pour le froid, c'est pour le chaud, pour la régulation de l'humidité. Donc on arrive là-dessus aussi. Tout à fait. Et c'est des matériaux aussi qui sont biodégradables. Donc c'est des matériaux qu'on ne va pas devoir réfléchir à comment est-ce qu'on va les traiter après. Je veux dire, en gros, vous laissez le matériau là, le temps va faire son œuvre, la pluie, le chaud, le froid, et ça va retourner au sol sans poser aucune question de pollution. Et donc c'est pas aussi, c'est pas anodin non plus d'avoir ce type de matériaux aujourd'hui, de réflexion sur les constructions ou rénovations qu'on va mettre en œuvre dans les années à venir. C'est vrai que quand on parle de ces questions-là, parfois il y a un peu une idée d'un retour à l'ancien aussi, même si les isolants en herbe par exemple c'est nouveau, mais je veux dire ça s'inspire de la paille, de ce genre de choses, etc. Peut-être un exemple aussi d'une ville
sur la gestion de la chaleur au niveau du bâtiment. Historiquement, il y a la ville de Arles où les maisons du centre-ville en fait avaient des bords de toiture. En fait, parce qu'avant, tout simplement, il n'y avait pas de gouttière. Donc, pour protéger les bâtiments, on faisait des bords de toiture. Et au fur et à mesure, pour des raisons esthétiques, vu qu'on avait, des gouttières, ça a été enlevé. Et aujourd'hui, avec les chaleurs, parce que Arles, je ne sais pas si vous situez, mais donc c'est en Camargue, hein, c'est vraiment le sud-sud, avec le réchauffement climatique, ils ont réimposé d'avoir des débords de toiture en centre-ville d'au moins 50 cm. Pourquoi ? Parce que ça protège spécifiquement des chaleurs qui sont quand le soleil est très très haut, et ça a des effets bénéfiques aussi en rue et dans les îlots de chaleur. Donc c'est toujours intéressant comme on revient parfois sur des solutions qui existaient aussi déjà auparavant. Si je me permets, c'est pas revenir sur l'ancien. Il faut voir les choses positivement. Oui, c'est bien utiliser sûr. les savoir-faire et les réflexions qu'ils ont eues par le passé, mais les adapter dans notre futur. Je veux dire, c'est juste pour tourner le cerveau positivement. Donc tu as raison sur le principe, mais après c'est de trouver aussi des communications qui emmènent les gens vers l'avant. On ne regarde pas par l'arrière, on avance. Et oui, on utilise des vieux matériaux, mais qu'on met à la mode d'aujourd'hui. Typiquement Paytech qui construit des maisons en paille terre préfabriquées. Ouais. Avant, toutes les maisons étaient en paille et en terre, mais elles n'étaient pas préfabriquées et elles n'avaient pas les performances que Paytech peut proposer aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment aussi être attentif à la communication qu'on fait, les mots qu'on utilise pour vraiment emmener les gens. Parce qu'il y a du travail, il faut que tout le monde y aille et donc il faut positiver nos messages, quelle qu'elle soit et quelle que soit la thématique traitée. Corentin, au niveau de la ville de Liège, est-ce que dans le plan Canopé, il y a des aspects qui ont trait au bâtiment en tant que tel, pas spécialement, ou ça vous le travaillez sur d'autres choses ? Pas spécialement dans le plan Canopé, non. On a toute une politique aussi, notamment par le cadre stratégie immobilière, mais de rénovation, déjà en amont de rénovation de nos bâtiments communaux. Et on essaie de les concevoir pour aussi préparer aux surchauffes. Mais donc voilà, pas de lien direct avec le plan Canopé. Okay. C'est vrai qu'en préparant ici ce podcast, on a essayé de chercher notamment s'il y avait eu des projets spécifiques dans les communes et on se rend compte que c'est pas évident. On sait qu'il y a certaines communes qui ont voulu travailler sur des screens notamment et ce genre de choses, mais pas toujours avec un grand succès et que c'est des thématiques aujourd'hui qui sont encore compliquées à prendre en main, j'ai l'impression, par les communes. Alors peut-être parce qu'on travaille moins l'été, je ne sais pas, et qu'on se dit qu'on le subit moins. Mais voilà, donc en tout cas, il y a encore pas mal de choses à faire là-dessus. Je vous propose de passer au dernier chapitre, qui est un petit peu des sources d'inspiration, des lectures, des choses que vous avez eu l'occasion de lire et que vous voudriez partager, qui peuvent être en lien avec le sujet ou pas forcément. Je vais commencer peut-être par toi, Corentin, si tu as quelque chose. Pas en lien directement avec le sujet, mais moi je suis en train de terminer l'anthologie de Kylian Jornet, qui est un trailer reconnu et qui explique un peu, ça fait rêver, ça fait voyager en montagne, ça parle de glaciers, ça parle de grands espaces naturels et en fait, ça rappelle juste en permanence de pourquoi on se bat, de pourquoi il faut préserver ces espaces. Donc c'est ça qui est motivant, je trouve, dans ce genre d'ouvrage. Et alors il y a aussi le podcast Les Baladeurs que j'aime beaucoup, qui sont des histoires racontées par des baroudeurs, par des gens qui vivent simplement le monde et qui découvrent de belles choses. Et ils font passer toutes ces valeurs de préservation de la nature. Et je trouve ça très motivant, très inspirant. Michael ? En lien direct, je renvoie vers un ouvrage qui s'appelle Conception bioclimatique de Jean-Pierre Oliva. Donc c'est un ouvrage qui est destiné à la construction de maisons individuelles, entre guillemets, c'est pas sur la gestion de la ville, mais et là vous pourrez trouver toutes les références techniques et pour pouvoir bien concevoir un bâtiment bioclimatique. Et sinon, je suis toujours indécrottable attaché à Olivier Amand, à la robustesse et à l'agilité, parce que quelles que soient les thématiques, effectivement, si on l'écoute et si on applique ces concepts, les solutions, elles sont toutes là, elles existent, et il ne faut pas s'en faire un plat, on peut tous les mettre en œuvre, et c'est ensemble qu'on y arrivera. Oui,
Moi, c'est plutôt une anecdote, justement, en préparant ceci. Il y a mon collègue Benoît Vincent qui me fait passer une initiative d'une commune, et c'est pas fait le trottoir. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je rigole en disant c'est pas fait le trottoir. Et en fait, c'est une initiative qui invite les gens. Donc, au niveau de la ville, normalement, les trottoirs doivent être bien nettoyés, rien sur les façades. Et ici, l'idée, c'est de permettre aux gens, en collaboration avec Spa Monopole, de, entre guillemets, verduriser leurs façades, de planter le long des façades, d'avoir des rosiers qui vont grimper. Et donc, ça m'a bien fait sourire et ça m'a bien plu. Et surtout, le titre était vraiment accrocheur. C'est bien, ouais, mettre un peu d'humour. Je vais aller voir. Moi, je vais vous proposer un article qui est pas très long, qui vient de chez Reporter, avec une journaliste qui a testé la vie par 50 degrés, et donc qui est allée dans un conteneur qui vous fait faire des expériences, certaines choses par 50 degrés. Donc le conteneur, il fait 50 degrés, et ça permet d'imaginer en fait ce que ça fait de se retrouver peut-être dans un monde où un jour certaines villes subiront des chaleurs à 50 degrés, comme ça a déjà été le cas ici en Turquie, notamment cet été. Donc voilà, c'est assez curieux. Donc voilà. Corentin, je te propose un petit mot de la fin pour clôturer ce podcast. Comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu veux nous partager pour sortir de là? Merci pour l'invitation, c'était très chouette d'être avec vous autour de la table sur le sujet. Toujours de bonnes nouvelles sources d'inspiration. On n'en manque jamais, mais c'est toujours bien de savoir ce qu'ils font ailleurs. Et donc voilà, on est tous dans le même bateau. On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux colossaux face à nous, mais restons motivés par toutes les belles choses qui se font et qui fonctionnent déjà. Et voilà, les solutions sont là. Faisons avancer chaque jour comme on peut. Parfait, c'est le mot de la fin. Merci d'avoir écouté jusque-là ou regardé. Vous retrouverez tous les liens sur le réseau Polec et à la prochaine. Merci les gars. Salut. Au revoir.